Je ne parle pas de mon âge. Non. Je fais tous les jours, je travaille tout le temps. Eh bon, ça ne dit pas que c'est des bons résultats. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La retraite. La retraite, quand je ne pourrai pas manger, quand ma ceinture va me percer, puis qu'est-ce que c'est la retraite? Je ne comprends pas. Puisque vous mangez, il faut bien gagner la vie. Même si ma femme me donne, c'est cochon de ne pas gagner. Je ne me souviens plus, est-ce ma mère qui me l'a raconté? Juste au moment de ma naissance, aux environs de Vitebsk, dans une petite maisonnette près de la chaussée, derrière une prison, un grand incendie éclata. On a transporté le lit et le matelas, la mère et le bébé à ses pieds, dans un lieu sûr à l'autre bout de la ville. Mais avant tout, je suis mort-né. Je n'ai pas voulu vivre. Imaginez une bulle blanche qui ne veut pas vivre, comme si elle s'était bourrée de tableaux de Chagall. On l'a piquée avec des épingles, on l'a plongée dans un seau d'eau. Enfin, il rend un faible piaulement. Pour l'essentiel, je suis mort-né. Je voudrais que les psychologues ne tirent pas de cela des conséquences inconvenantes, de grâce. Et mon père était une pauvre ouvrière, n'est-ce pas? Il avait 8 enfants. Mais quand j'ai vu mon père, silencieux toute ma vie, il ne m'a jamais adressé 3 mots. La seule chose qu'il me disait le matin, réveille-toi, tu dois aller à l'école, je crois, c'est tout. Je n'ai jamais raconté une histoire. Bien sûr, je suis sorti de ma maison natale. Comme nous sortons des ventres de notre mère, nous sortons de notre atmosphère. Voilà, mais ce n'est pas des histoires. Oui, j'ai mis le violon à l'oreille, vous savez. Quand j'entendis les musiciens, j'ai été touché, c'est ça important. On n'avait pas quoi regarder. Il y avait des oiseaux noirs dans le ciel gris. Quand il y avait des violonistes, des mariages, ça, il n'y avait pas de concert, il n'y avait pas de Rubinstein et de Menuhin. Il y avait des musiciens pour le mariage. Tous les samedis, l'oncle Neu mettait un Thalès, n'importe lequel, et lisait la Bible à haute voix. Il jouait du violon comme un cordonnier. Le grand-père l'écoutait et rêvait. Chagall rencontre Bella en 1909. Ma fiancée blanche. Je peins comme endormi en rêve. Quand la forêt se charge de neige, mon tableau semble un autre monde, moi seul, depuis tant d'années. Je reste ici. J'attends qu'un miracle apparaisse, me réchauffe, chasse ma peur. J'attends que de tous les côtés tu viennes à moi.
Chagall, le personnage est à la fois animal et personnage humain, ou personnage humain, animal. Et le regard des animaux est souvent comme un regard de l'humain. Ici, c'est un animal musicien. Le cirque, il y a les jongleurs, les saltimbanques, les violonneux. Et c'est un art qui est toujours plein de cette malice, de cette gentillesse, de cette ruse et de ce génie de l'enfance. Il y a toujours le rêve écolier dans l'art de Chagall. Le cirque est la représentation qui me semble la plus tragique. À travers les siècles, c'est le cri le plus aigu dans la recherche de l'amusement et de la joie de l'homme. Il prend souvent la forme de la haute poésie. Il me semble voir un Don Quichotte à la recherche d'un idéal, comme ce clown génial qui a pleuré et rêvé de l'amour humain. J'entends les clameurs éloignées. Les gens dansent de joie, attrapent la liberté avec des mots et des fusils brûlants. Alors écoutez, si vous êtes comme ça, si vous donnez la liberté à votre esprit, ça fait des histoires. Ah oui, ça c'est à Paris, l'arrivée à Paris. Tous les artistes qui sont venus des étrangers, des autres pays, ils ont été tout presque sombres. C'est le ciel de Paris qui a frappé ces artistes, ils sont devenus illuminés. Paris a joué un tel rôle lorsqu'il est arrivé à Paris et qu'il a connu tous les poètes, Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire, Max Jacob. Alors Paris, évidemment, la Tour Eiffel, on peut dire, c'est un emblème. Dans ce coin de tableau, nous rencontrons un tableau dans le tableau, et parfois des tableaux dans le tableau. Et ici, le tableau, il est juste dans le coin, apposé comme un timbre-poste. Que voit-on? La Tour Eiffel. Chagall venait d'arriver à Paris. Et par cette apposition de la Tour Eiffel, on pense, moi je pense, à un timbre-poste, avec l'effigie de la fameuse tour. Et comme si Chagall, de Paris, dans ce tableau, saluait tous ses amis demeurés là-bas, à Vitebsk. Chagall retourne à Vitebsk, épouser Bella en 1915. Puis il se fixe à Paris avec sa femme et son bébé. Ce tableau fait partie de la période dite cubiste. Il est un hommage à Apollinaire. Et il va tout à fait dans le sens d'un hommage à Apollinaire, grand défenseur du cubisme. Il était à Paris, il venait de s'installer à La Ruche. Et alors il avait montré le tableau à La Ruche.
Un type comme Breton a dit quelques petits mots très gentils, très poétiques. Plus tard, il a trouvé, on n'a pas eu contact avec lui longtemps, parce que quand il a appris que je suis avec les soi-disant religiosités, heureusement pour moi, on n'a eu pas de mariage. Et après Breton est venu, on a fait une illogique, on a fait un surréalisme. Mais pour moi, vous savez, quand il n'y a pas un certain élément illogique, irréel, il n'y a pas de réalité. Puis la guerre revient. Après cette époque des camps de concentration et de crématorium, notre corps était torturé énormément. Notre âme aussi, tout était torturé en nous. Ils partent aux États-Unis. J'ai fait la guerre à New York, vous savez, malheureusement, la guerre de Hitler. Malade, Bella meurt en 1944. Mon amour, où est-il mon amour? Où est mon rêve? Où est la joie de toutes mes années jusqu'au couchant? À chaque pas je te vois. Je te vois dans mon sommeil. Je te vois dans ma tristesse. Je te vois dans la solitude. Nuit et jour je t'entends. Je t'entends dans le moindre bruit. Je t'entends quand on m'appelle. Je t'entends silencieuse. C'est malheureux, vous savez, malheureux. C'est lui, bien sûr, et c'est lui qui a quand même demandé de faire le plafond de l'opéra. Je n'oublierai jamais, c'est vrai, De Gaulle était aussi d'accord avec lui.
Moi, j'aime dessiner mal plutôt. J'ai eu plus de plaisir. D'ailleurs, il ne faut pas faire un grand effort pour dessiner mal, je dessine mal. Je n'aime pas le maestrie. Je dessine, ça s'appelle dessin. Peut-être, point de vue Engels, c'est un mauvais dessin, au point de vue je ne sais pas qui. Moi, je dessine ça. Je fais le tableau pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous dire. Quand je dis, c'est pas dessiner, on dessine comme, chacun dessine comme il peut. Le noir et blanc est une chose très, très riche aussi. Pas tout le monde peut faire de noir et blanc. Un dessin réellement cubiste dans l'exposition, c'est l'autoportrait aux 7 doigts, réalisé en 1911 et, paraît-il, sitôt fait, sitôt donné à Blessandra. Et en même temps, il a fait le même autoportrait aux 7 doigts de façon Chagall, enfin, à la façon Chagall. Et vous y retrouvez tout votre monde à l'envers, que vous avez évoqué dans... Avec ces acrobates qui sont là et qui, évidemment, ont la tête en bas, les pieds en l'air. Oui, le monde à l'envers, c'est un topos, vous savez, c'est un lieu commun que l'on trouve dans toute l'Europe et en particulier, bien sûr, en Europe centrale, dans l'art populaire, où on voit ces personnages inversés, c'est-à-dire vous avez par exemple les oiseaux qui nagent dans l'eau, tandis que les poissons volent dans le ciel, enfin toutes sortes de choses. Un peu comme dans ces pays où un jour par an, les domestiques prenaient la place des maîtres et... Voilà, alors ça fait partie, un petit peu comme les Lupercales, toutes ces choses, ça fait partie de tout un jeu de l'imagination, je crois, de l'homme en général. C'est pourquoi on ça un topos, c'est-à-dire un lieu commun. Et un besoin. Et un besoin. Et alors, ceci est en général vu avec humour, et je pense que c'est aussi l'idée de Chagall, bien sûr. Mais vous savez qu'il y a aussi une connotation de non-sens, d'absurde, qui donnera par exemple dans le monde juif toute une littérature qui est du sans dessus dessous, du cul par-dessus tête, de tout cela, et qui se retrouve par exemple chez les Marx Brothers. Vous avez les Marx Brothers qui très souvent dans leurs films arrivent le dos à l'envers, puis ils se retournent, et voyez-vous, c'est ce même topos. Et je crois que la grande différence qui existe entre les Marx Brothers, par exemple, et Chagall, c'est que les Marx Brothers en restent à l'absurde. Alors que Chagall, lui, va vers autre chose qui s'appelle le mystère. Et il change ce mystère en merveilleux. Je crois que c'est la grande différence entre les deux, et c'est la leçon peut-être de Chagall, c'est de transformer l'homme à l'envers, qui est absurde, en merveilleux. Je n'ai pas fait mes autoportraits parce que je ne me trouve pas très photogénique. Je me fais très rarement. Je ne sais pas. Ma femme n'aime pas quand elle voit mon visage. Elle dit non, non. Alors je fais des bouquets de fleurs, où je suis là peut-être, ou je ne sais pas, où je fais les prophètes ici. Vous allez voir, Abraham pleure Sarah, c'est moi peut-être, là-bas, ou dans votre part caché. Alors, par exemple, il y a là le peintre à la tête renversée, n'est-ce pas, qui date de 1915. Et alors, je ne sais pas ce qu'il a voulu évoquer dans ce nuage avec ce village, n'est-ce pas? Ça doit être un rêve. Presque. C'est très bande dessinée, ça, ouais. Très libre, comme toujours. Pour Vava, avec toi je suis jeune, mes années tombent comme feuilles. Quelqu'un colore mes tableaux et brille près de toi. Son art avait subi des métamorphoses, des mutations lors de son installation sur la Côte d'Azur. Marc Chagall habitait Vence, une villa qui s'appelait La Colline. Il a repris d'ailleurs ce même nom lorsqu'il est venu s'installer à Saint-Paul.
premier, ce qui est très impressionnant, c'est les couleurs. C'est une tache qui nous arrive dessus, une grande tache de couleur par rapport à l'exposition de Paris, justement. Avec du bleu, du jaune et du rouge, j'ai peint les murs clairs. J'ai peint les musiciens, les danseurs en scène. Avec du bleu, du rouge, du jaune, pour vous, j'ai peint le tabernacle. Jouez, chantez, bondissez, vous jouiez le rôle de vieux roi avec moi. Vous m'engloutissiez, on riait aux larmes. Avec vous, silencieux, nous sauterons jusqu'à la lune. Dans la nuit blanche, on entendra de nouveau notre voix. Et comme je disais, Paris est une trace, c'est-à-dire les dessins de Paris sont des dessins qui marquent une trace, un petit peu comme une géométrie plane. Et on arrive ici dans une géométrie à dimension variable. C'est-à-dire qu'on entre dans une autre dimension qui est celle de l'acoustique. Ce qu'il a à dire, et non plus seulement ce qu'il a à peindre ou à transcrire. C'est donc une question d'acoustique plus qu'une question de vision. La couleur fondamentale, ça veut dire la voix fondamentale de Chagall. J'ai été frappé par le tableau qui est derrière moi en ce moment, là, qui est à la Russie, aux Indes et aux autres. Mais rien que dans l'intonation que j'y mets quand je dis « et aux autres », laisse bien la question en suspens non seulement du morcellement, mais du morcellement en tant que fraction de la mémoire. Et ça m'apparaît intéressant dans l'œuvre de Chagall. Si je disais tout à l'heure la tache, ça fait tache, mais ça ne fait pas que tache de coloris, ça fait aussi tache acoustique, image acoustique qui a une résonance. Au travers des scènes villageoises, de la pendule au milieu du village, la pendule avec l'aile bleue, là, que je peux apprécier, qui marque le temps, mais en fait qui le laisse s'échapper aussi. Et le temps aussi, et il se meut. Ce qui est bien chez Chagall, c'est que le temps se meut dans un espace sans pesanteur. Et parfois, ce temps, il la colle à un jongleur, justement. C'est pas pour rien qu'il la colle à un jongleur. L'exposition qui a eu lieu, accompagnant celle du Centre Georges Pompidou consacrée à l'œuvre graphique de Marc Chagall et celle de la Fondation Magde consacrée à son œuvre peinte, donc celle du Musée national Message biblique Marc Chagall, a été, elle, consacrée aux vitraux et sculptures, c'est-à-dire à un aspect moins connu de l'œuvre du peintre. C'est un peintre-poète, un conteur, quelqu'un qui utilise les mots comme des couleurs et qui fait chanter les couleurs comme des mots. La mosaïque a son propre cycle. C'est une œuvre qui frémit comme une fleur, comme un fruit. Cet espace a été conçu par un architecte, André Herman, qui a fait pour le Message biblique qui a créé un espace d'une grande simplicité,
d'effacement devant l'œuvre de Chagall et d'une extraordinaire harmonie. Hermann a trouvé le sens intérieur profond du message. Il a utilisé l'essentiel, il a utilisé la lumière. Les espaces sont entièrement organisés autour du mouvement de la lumière, avec un dialogue par les ouvertures justement entre l'espace extérieur et l'espace intérieur, qui est l'espace de la peinture, tout à fait exceptionnel dans sa justesse. Le musée est organisé autour de deux grandes salles. La première grande salle où il y a les grands tableaux de la Genèse, depuis la création de l'homme jusqu'à les épisodes de Moïse, enfin tous les épisodes majeurs de la Genèse. Et cette grande salle est suivie d'une petite salle un petit peu octogonale où sont présentés les tableaux inspirés à Chagall par le Cantique des Cantiques. Et cette salle est beaucoup plus intime. Elle est organisée autour d'un plan quasi circulaire. Et le message qui, par la grâce des tableaux, est propagé est un message essentiellement, relisons le Cantique des Cantiques, d'amour, d'explosion, de joie aussi. Et la circularité de l'espace n'est pas sans invoquer l'œuf originel, la rondeur d'un ventre de femme, toutes les images que le cercle peut faire surgir et qui symbolisent la rêverie profonde, la rêverie chagallienne autour du couple, autour des rapports de l'homme et de la femme et de la vie finalement. La relation qui s'établit entre un tableau et un tableau de Chagall et un individu est avant tout une relation personnelle, une relation intime. C'est Chagall tout entier que du moins j'essaie de retrouver. Le Songe de Jacob est un des tableaux majeurs parce qu'il y a une liaison très intime entre son sens et son organisation plastique et sa poésie. La personne de Jacob structure l'ensemble du tableau. Assis, seul, de rouge vêtu. Rouge comme la passion, rouge comme la vie, rouge peut-être aussi comme le destin et au-delà du destin, rouge comme le sang et peut-être aussi comme la mort. Et elle est accompagnée, cette figure, de l'échelle, qui est le mode médiatique, la liaison entre le ciel, le monde du ciel et le monde de la terre. Le monde où je vis est fermé, la lumière baisse, la nuit chemine. Où cacherai-je mes couleurs, mes larmes, où les verser? La dernière joie, mon dernier regard, aborde au pays de mes frères. Je monte, je descends vers eux. Mon rêve sur l'échelle de Jacob, vois comme je tire ma croix. Le tableau longtemps fatigué chante, pleure entre ciel et terre. Tous mes tableaux épars au cimetière montent une odeur de cierge éteint. Partout à court des musiciens morts, ils disent la prière des défunts. Quand Chagall, en 1957, travaille pour la première fois à la demande du père Marie-Alain Couturier, il travaille
pour un baptistère, c'est-à-dire pour un lieu finalisé par son usage liturgique. Et Chagall crée les 2 anges du baptistère de l'église d'Assy. Ces 2 anges sont superbes. Ils sont complémentaires, d'ailleurs. L'un, semble-t-il, quoique les textes les disent asexués, disons plutôt féminin, l'autre plutôt masculin. Et là, Chagall nous retrouvons plutôt dans ces 2 anges la figure du couple primordial que l'on retrouve toujours dans l'œuvre de Chagall. Pour Vava. Avec toi je suis jeune. Quand là-bas les arbres menacent et le ciel se fait plus lointain, tes yeux me touchent. Quand chaque pas se perd dans l'herbe, quand chaque pas marche sur les eaux, quand les vagues frémissent dans ma tête et quelqu'un des nuages m'appelle. Avec toi je suis jeune. Mes années tombent comme feuilles. Quelqu'un colore mes tableaux et brille près de toi. Le sourire sur ton visage, plus clair que les nuées, je cours où, pensif, tu m'attends. Écoutez, si vous donnez l'amour, c'est tout à fait assez. Ce que maman m'a donné et mon père m'a donné, je le donne. Il n'y a que l'amour. Si le monde entier sera rempli, soi-disant, de l'amour, on n'aura pas de guerre, on n'aura pas de cochonneries, on n'aura pas de crise, ni économique, ni matérielle, ni militaire. C'est l'amour tout simple, Chagall. C'est l'amour de la vie, c'est l'amour qui va de soi. C'est l'amour, c'est la ferveur. Art spirituel s'il en est, mais aussi art charnel. Mais c'est un art charnel transcendé. Chagall de la Bible, oui, mais aussi le Chagall d'Orphée, le Chagall dionysiaque, le Chagall apollinien. Dans Chagall, il y a le profane et le sacré qui s'unissent étroitement. Destin fait ça que j'ai rencontré le père Couturier dans le temps, qui était l'homme qui a s'occupé de la rénovation de l'art sacré. C'est lui le premier qui me demandait de faire quelque chose pour le plateau d'Assy. Après, j'ai travaillé, j'ai fait la connaissance de Charles Marc et on me demandait pour Metz. Après, j'ai fait pour Jérusalem, les 12 tribus. Enfin, c'est à Reims. Parce que je voulais toujours, vous comprenez, laisser quelque chose à Reims, parce que je travaille tout le temps ici. J'ai attendu qu'on s'adressait à moi pour faire quelque chose. Ce n'est pas moi qui a proposé. Mais ce n'est pas une commande, n'est pas de paiement, n'est pas de récompense. C'est comme les mariages, vous êtes mariés par amour et puis c'est tout, non? Il n'y a pas de séparation du bien. Vous engagez toute votre vie telle que vous êtes. Si vous êtes un gentilhomme, c'est gentil. Si vous êtes un cochon, c'est cochon.
Chagall, quand il donne sa maquette, pense naturellement intensément à la lumière qu'il veut créer, à l'espace lumineux qu'il veut créer, mais il fait avec de la gouache et du papier. Moi, je suis là pour employer du verre et des plombs. J'emploie donc du verre et des plombs. Je parle donc un langage entièrement différent. Naturellement, pour réaliser ces vitraux, il faut faire à peu près fabriquer tous les tons spécialement, parce que l'on doit travailler avec une très grande précision. Je donne une chose qui est prête à vivre, mais qui est morte, qui est un squelette. Et c'est un petit peu comme, si vous voulez, le début de la Bible. Il y a Dieu qui fait, vous savez, le bonhomme avec un peu de terre, comme ça. C'est pas grand-chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui souffle dessus. Chagall vient pour souffler dessus. Il y a des milliers de coups de pinceau comme ça, milliers. Peut-être c'est trop. Ça donne de la vie. Ça doit donner de la vie. Autant que c'est possible. Si j'ai la vie moi-même, je ne sais pas. Et si ça ne vibre pas, vous pouvez abandonner le métier. Vous devez commencer à jouer avec la lumière qui est derrière, avec l'esprit, avec les gens qui vont venir prier. Et tout ça, c'est très grave, ça. Ça doit s'adresser au nuage, au ciel, à l'âme, et je ne sais pas quoi. J'ai choisi la Bible parce que c'est un endroit poétique de tout premier ordre. Et sans poésie, on sera mort. On ne peut pas vivre sans la poésie, comme on ne peut pas vivre sans l'amour.